Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 14 octobre 2023. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'on a tous survécu au vendredi 13 octobre, qui a fait un petit peu peur au marché, puisque finalement c'était peut-être une des journées les plus médiocres de la semaine, malgré qu'on aurait pu attendre bien pire compte tenu des événements. Je rappelle qu'on a vécu une semaine quand même assez particulière, étant donné que finalement on a entamé une nouvelle session militaire depuis une semaine et c'est devenu extrêmement tendu, même si les marchés ont fait preuve d'une résilience assez admirable durant toute la semaine. Alors on va faire un tour rapide de ce qui s'est passé. En fait, je me rends compte qu'il ne s'est pas passé des tonnes de choses sur le marché, même s'il y a eu quand même 2-3 mouvements sur les actions en général, mais l'un dans l'autre, on voit que les indices, on le verra sur les performances après, il n'y a pas eu des choses transcendantales. On se pose toujours beaucoup de questions par rapport à la thématique de l'inflation, à la thématique de ce que va faire ou ne pas faire la Réserve fédérale américaine à partir du 31 octobre, annonce le 1er novembre. Là, on a encore une grosse semaine qui va être chargée en termes de publication et en termes de communication aussi, puisqu'on aura M. Powell qui parlera en fin de semaine de la semaine qui vient, donc. Et ensuite, on va rentrer en black period, puisqu'on va se rapprocher gentiment de cette histoire de Fed du mois d'octobre-novembre. Donc si on reprend le déroulé de la semaine, évidemment on a commencé tout de suite avec des tensions militaires, puisque le week-end dernier, eh bien, ça a pété entre Israël et Gaza. Alors on va pas revenir sur le sujet, on va pas revenir sur toutes les polémiques que ça génère, mais en tous les cas ça a créé des tensions. Alors les tensions se sont assez rapidement effacées, puisqu'on s'attendait à un début de semaine plutôt catastrophique à cause de ces événements, mais finalement on n'a même pas vraiment baissé et les marchés se sont contentés justement de rebondir durant la plupart de la semaine avant de se calmer en fin de semaine en se disant quand même qu'au niveau des tensions militaires, ça pourrait peut-être empirer ces prochains temps. Ça, on n'en sait bien sûr strictement rien. On espère juste que ça ne va pas forcément empirer. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui sont les responsables et sur qui on doit pointer le doigt. Du moment où on le saura, effectivement, ce sera beaucoup plus facile d'imaginer ce qui va se produire derrière. Mais en tous les cas, en fin de semaine, on a ressenti de nouveau un peu de tension parce qu'on a vu pas mal d'acheteurs sur l'or de nouveau et pas mal d'acheteurs sur le pétrole qui revient de nouveau à des niveaux assez importants. On se rapproche de nouveau gentiment des 100 $ à toute vitesse. Ça a remonté très très vite en 2 séances cette semaine, donc on voit que les tensions reviennent. L'or est repassé en dessus des 1900, ce qui voudrait dire que les gens cherchent des valeurs refuges. Bref, on a vu quand même une semaine bien coupée en deux, avec un début de semaine relativement confiant par rapport aux événements, on va dire ça comme ça, et une deuxième partie de semaine plutôt dans le doute, avec un peu de méfiance à l'approche du week-end. On sent aussi que les gens n'ont pas vraiment envie de rester longues sur le week-end, parce que on sait que tout peut s'arriver durant le week-end et que là, on n'a aucun moyen finalement de s'en sortir. Sur les marchés financiers, donc, la prudence reste quand même de mise, même si on sait tous quelque part que, historiquement parlant, depuis plus de 150 ans, eh bien chaque fois qu'il y a une guerre, un événement, un attentat terroriste, un assassinat d'une personne importante, eh bien le marché flippe pendant quelques instants, puis à la fin de la crise, il finit toujours par récupérer et à monter tout de même. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas trop de crainte à avoir, je dis bien, du côté investissement financier uniquement. Durant cette semaine, on a eu pas mal d'informations quand même. On a eu, évidemment, on attendait beaucoup de publications. On a eu le PPI, on a eu le CPI, on a eu les minutes du FOMC meeting. Alors comment revenir là-dessus ou comment ne pas revenir là-dessus? Essayons d'être simples. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le PPI était relativement fort, plus fort que les attentes, ce qui laisserait supposer que le CPI du mois prochain sera également fort. Le CPI a été aussi légèrement plus fort que les attentes, mais l'un dans l'autre, on voit que cette inflation est toujours bien présente. Bien sûr, on l'a vu moult fois durant les morning bulls de la semaine, avec des prix des prix des matières, finalement, de ce qu'on consomme, de la bouffe, des voitures, de l'immobilier, du pétrole, entre autres, de l'essence, bien sûr. Tout ça qui augmente, mais à côté de ça, on voit qu'en fait, la vitesse de progression est moins forte. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Ce qui nous a aussi amené à entendre beaucoup de commentaires relativement dovish de la part des banquiers centraux qu'on parlait cette semaine. Je pense entre autres au vice-chairman de la Fed, M. Jefferson, mais également à Bostich, qui a carrément tourné dovish. C'est ce qui nous a d'ailleurs
générer une partie de la hausse au milieu de semaine. Donc 2-3 commentaires qui laissent supposer que la Fed pourrait être en train de pivoter. Alors Powell n'a pas parlé, mais Powell parlera jeudi prochain, donc on verra un petit peu le discours qu'il va nous faire pré-Fed, histoire de nous chauffer et voir ce qui va se passer. Donc pour l'instant, au niveau économique, au niveau Fed, on voit que l'inflation, elle n'est pas non plus en train de freiner. On voit que les 2% de target, c'est pas pour tout de suite. Les experts disent tous qu'il faut attendre encore 12 mois pour arriver aux 2% de CPI attendu. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. On va encore beaucoup en discuter, bien sûr. Et puis, durant les minutes du FOMC meeting qui ont été publiées mercredi soir, qui, encore une fois, tiennent compte de ce qui s'est passé jusqu'au FOMC meeting d'il y a 3 semaines. Donc, ça ne tient pas compte des événements récents, ça ne tient pas compte de l'explosion et de la force relative de l'emploi. Eh bien, on voit que la Fed est plutôt encline à se dire oui, bon, on va pas monter les taux au mois d'octobre-novembre. Par contre, il y a de plus en plus de gens, compte tenu du CPI, du PPI et compte tenu des chiffres de l'emploi il y a quelques semaines, qui commencent à se dire que finalement, en décembre, pour fêter le rallye de fin d'année et la fin d'année 2023, il n'est pas exclu que la Fed arrive quand même à nous monter encore une dernière fois les taux cette année. Et puis autrement, cette fin de semaine, on attendait aussi également les publications trimestrielles qui commençaient. Alors, on a eu Delta Airlines, on a eu Walgreens, et puis vendredi, on a eu JP Morgan qui a fait mieux que les attentes, mais qui faisait pas grand-chose en bourse après une forte ouverture. On est bien revenu. On a eu Citi qui a sorti des bons résultats mais qui terminait en baisse. On a eu Wells Fargo qui a sorti des très bons résultats et qui termine en hausse de 3%. On a eu BlackRock qui a battu les attentes du marché mais qui baissait quand même. Donc on voit que finalement aujourd'hui la mode est assez les bonnes nouvelles. Eh bien on prend les profits et puis on verra plus tard. Donc pour l'instant il n'y a pas un enthousiasme exacerbé et délirant au niveau des publications, même celles qui sont meilleures. On l'a vu aussi avec Delta qui a fait des chiffres très positifs et des commentaires positifs qui baissaient, et on l'a vu avec Walgreens qui a fait des chiffres extrêmement pourris et qui étaient très méfiants sur l'avenir, qui elle explosait en bourse. Donc on voit que pour l'instant tout est une question d'interprétation, un peu à l'image de tout ce qu'on a vécu aussi sur la macro durant cette semaine. Il faut aussi noter que les grands gourous ont parlé. Vous avez vu, on a beaucoup parlé de Krugman qui a dit juste n'importe quoi. On a Roubini qui annonce la fin du monde. Maintenant, on a Ray Dalio aussi qui dit qu'il faut faire très attention parce que les tensions dans le Middle East pourraient éventuellement se répercuter chez nous ces prochains temps. Et ça peut faire très très mal au marché. Et puis, on a Jamie Dimon qui, dans le cadre de la publication des chiffres de JP Morgan, qui est aussi venu faire des commentaires extrêmement prudents en disant que finalement, depuis des décennies, on n'avait jamais été aussi mal barré sur la planète Terre. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller ailleurs, mais c'est vrai que du coup, il est extrêmement prudent. Alors, les tensions, bien sûr, l'économie qui va pas si bien. Lui, il sort des bons résultats avec sa boîte, mais par contre, il est vraiment très, très, très prudent, pour ne pas dire négatif sur l'avenir. C'est pas nouveau chez Jamie Dimon, mais enfin, ça fait un de plus qui est extrêmement prudent sur la suite des événements qui nous occuperont ces prochaines semaines. Et puis pour fêter tout ça, on pourra aussi parler au hasard des niveaux des foreclosures. Donc vous savez, les reprises des maisons, des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer, entre guillemets, ou leur dette hypothécaire, leur traite hypothécaire, eh bien ces foreclosures dont on avait beaucoup parlé durant la crise subprime en 2008-2009, eh bien on est de nouveau au plus haut depuis le Covid. On est plus haut même que le Covid. Donc ce qui veut dire que ça va moins bien que quand on était tous coincés chez nous, tous confinés chez nous. Et puis dans le même style, eh bien, le niveau des faillites aux États-Unis a également atteint les mêmes niveaux que durant la pandémie. Donc c'est pas que ça va si bien que ça, malgré que les leaders du monde libre, entre autres aux États-Unis, ne continuent de passer à la télé pour dire qu'ils ont tout fait bien et puis que l'économie va super bien. C'est pas aussi évident que ça, mais enfin, pour l'instant, on va pas tirer sur l'ambulance. Pour l'instant, on tient. Vraiment, on tient. C'est pas l'euphorie, c'est extrêmement calme quand même. On voit que les marchés font pas grand-chose non plus. On va le voir sur les performances tout de suite. Mais c'est vrai que c'est très calme. On essaie d'analyser tout ça au fur et à mesure, mais on n'arrive toujours pas à prendre une décision et une direction même des marchés. Donc voilà, une semaine un petit peu économico-bizarre. On va continuer la semaine qui vient avec toute cette avalanche de publications trimestrielles que vous voyez à l'instant. Des Tesla, des Netflix, des Goldman Sachs, des Morgan Stanley, ASML également, TSMC. Donc on va commencer à parler semi-conducteurs aussi, vous voyez. On est parti à fond dans la saison des earnings. Et puis la semaine prochaine, on parlera aussi du PIB en Chine. Bien sûr, la Chine qui a l'air d'être de plus en plus mal barrée. On laissera aussi surtout parler monsieur Jérôme Powell en fin de semaine, peut-être pour y voir un petit peu plus clair sur ses intentions dans les 15 jours
à venir. Les performances de la semaine, vous le voyez, donc le pétrole qui rebondit massivement, l'or qui monte également très fort, l'argent, donc on voit le besoin de valeur refuge, le Nikkei qui finit en hausse de 4,18%, qui était un peu la référence de la semaine parce que tout ce qui était de positif aux États-Unis, ils en ont profité pour monter. L'Italie qui termine en hausse de 1,5%. Puis autrement, alors aux États-Unis, Dow Jones plus 0,79%. Et puis, on a le S&P 500 qui gagne 0,45%. Par contre, le Nasdaq légèrement en baisse. Et puis, alors en Europe, c'est la soupe à la grimace. Le DAX moins 0,28. Le CAC moins 0,8. Et puis, nous, le SMI qui parvenons quand même à gagner 0,58%. Il faut dire qu'on avait tellement payé et cotisé la semaine dernière avec les gros noms que là, finalement, il y a eu une forme de rattrapage. Si on regarde le SMI, là aussi, alors, moins 6,20 sur Richemont. Alors là, c'est facile à dire. Pourquoi? On en reparlera à la fin de ce de ce Swiss Bliss, pardon. Suisse Re qui prend 4,25% suite à des upgrades. Et puis autrement, récupération de Nestlé, récupération de Roche. Novartis qui baisse un petit peu légèrement, pourtant il y a relativement pas mal de bonnes nouvelles. Et puis Lonza qui termine en baisse de 2,54%. Alors là, il y a eu des mauvaises nouvelles aussi au niveau d'une boîte en Allemagne qui a fait un profit warning qui mettait un peu la pression sur le secteur des services aux biotechnologies. Donc Lonza, on a cotisé aussi. Et puis autrement, franchement, de nouveau pas grande semaine, mais on arrive toujours à se bagarrer entre ces 10 900 et 11 000 sur le SMI. Le SMI, justement, vous le voyez, eh bien, on est revenu dans notre tendance haussière, hein, après cet accident de parcours la semaine dernière qui laissait supposer que ça pourrait être très très moche. Eh ben, on a réussi à revenir ensuite en dessus. C'était pas forcément gagné avec ces histoires d'Israël et du Hamas, mais pour l'instant, on est revenu dans la tendance. On termine de nouveau plus ou moins au même niveau, hein, donc on a toujours ce support sur la zone des 10 860 qui pourrait éventuellement peut-être nous permettre de tenir, mais à un moment donné, il va falloir quand même sortir de cette espèce de triangle-là, et ça se rapproche de plus en plus. Le DAX, je vous montre le DAX aujourd'hui parce que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, le cas d'école d'un point de vue technique. Hein. Si on prend cette tendance dans laquelle nous sommes sur le DAX pour l'instant, eh bien, vous voyez ce canal descendant et qu'à chaque fois qu'on vient se positionner sur les hauts du canal, bam, ça vient retaper de nouveau, c'est presque trop facile. Et là aussi, on a cassé la moyenne mobile des 200 jours la semaine passée en se disant c'est super, on va chercher tout en haut. Et puis depuis, on a reperdu quand même quasiment, on était à 15 440 et on se retrouve en fin de semaine à 15 185. Donc on voit quand même que, alors même si c'est pas un sell-off majeur, on sent quand même que ça a tapé très fort en fin de semaine, mais vraiment, c'est intéressant de voir comment ce canal tient bien pour l'instant. Aux États-Unis, on a le S&P 500. Alors lui, il n'a pas été jusqu'au haut du canal qui passait par ici. Hein. On s'est contenté de se retourner au milieu de nulle part un petit peu sur l'indice américain. Alors là, je vous l'ai dit, un rebond en début de semaine sans trop comprendre pourquoi. Et puis finalement, on a redonné la plupart des gains pour terminer plus ou moins là où on était en fin de semaine dernière. Enfin oui, puisqu'on était là en fin de semaine dernière. Eh bien, on est exactement là où nous étions la semaine dernière, enfin le vendredi il y a 10 jours maintenant. Donc on est revenu pile poil dessus et on attend de voir ce qui va se passer avec les chiffres trimestriels maintenant. Et tout le monde s'attend surtout à ce que va faire la Fed ou pas. Dans les performances, le Nasdaq était le pire de tous. Alors lui, là aussi, hein, il a bien tapé contre ce trend descendant qu'on a là depuis un moment. Et là aussi, on va revenir probablement déjà chercher les 14 750 sur le Nasdaq. Et puis ensuite, eh bien, on verra si on continue pour aller rejoindre le bas du canal ou alors est-ce qu'on va avoir un rebond. Mais là aussi, le juge de paix se dessinera dans la publication des chiffres trimestriels. Le SOX, vous voyez que le SOX, eh bien, lui aussi, il a une forme de trend descendant et que là, on a tenté de passer en dessus, mais on est revenu directement en dessous avec une fin de semaine assez moche sur le secteur des semi-conducteurs. On ne parle plus beaucoup des Magnificent Seven pour l'instant, pourtant c'est eux qui permettent ou qui permettront finalement au marché de pouvoir rebondir à un moment ou à un autre. Mais voilà, on est dans une période d'hésitation, il n'y a pas d'autre chose à ajouter de ce côté-là au niveau graphique. On est un peu au milieu de nulle part. Si vous suivez un peu le comportement des indices intraday, on voit que c'est vraiment Waterloo, morne pleine et il ne se passe pas des milliers et des milliers de choses dans le marché en ce moment. Au niveau des stars de la semaine dernière, il n'y a pas eu de monstres choses qui ont été annoncées.
On va faire un petit review. Déjà, on va commencer par Adecco. Adecco qui a été downgradé par UBS. Alors, bon, quand UBS fait un downgrade, d'habitude, c'est assez violent, mais on va dire que a priori, il ne devait pas y avoir des montagnes d'Adecco dans les dossiers des clients à l'UBS, puisque malgré le downgrade de l'UBS qui est passé quand même de buy, donc de acheter à sell, à vendre, avec un target à 32 sur Adecco, elle n'a pas forcément baissé de manière impressionnante la semaine dernière. Alors c'est toujours un peu la même chose, hein. Est-ce que, on l'avait déjà dit, maintenant que l'UBS n'est plus qu'une énorme banque, quand ils vont faire des recommandations, que ce soit à l'achat ou à la baisse, forcément, ça risque d'avoir de l'impact, puisque quand tous les dossiers de la banque doivent commencer à réduire les positions sur un titre ou augmenter les positions sur un titre, eh bien ça peut faire bobo. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, mais bon, on était surpris, je veux dire, j'ai été surpris de l'impact limité qui s'est produit sur Adecco. Vous voyez, le downgrade a eu lieu en début de semaine, donc finalement on aurait pu s'attendre à pire. On a eu 2 journées consécutives qui ont remonté encore le truc, puis on termine plus ou moins là où l'UBS avait fait son downgrade, et eux ils ont fixé un target à 32, sauf erreur, donc il y a encore un bout de chemin puisqu'on serait censé aller jusque là. Autrement, on a beaucoup parlé la semaine passée de Novartis et de Roche. Il y a eu pas mal d'updates sur les médicaments des uns et des autres, et puis sur Roche, eh bien on a eu surtout des annonces qui ont été faites du côté de Jefferies, et puis d'un autre broker encore américain qui a fait des recommandations positives sur Roche et sur Novartis en disant que le potentiel était là, que les futurs médicaments à venir, ce serait intéressant. Enfin bref, pas mal de commentaires positifs. C'est Roche qu'on a le plus profité en termes de performance sur la semaine. En même temps, c'est celle qui est le plus en retard depuis un bon moment par rapport à Novartis. Novartis terminait finalement légèrement en baisse. Finalement, on a vu que Sandoz commençait un petit peu à se réveiller après un début de semaine post-IPO assez difficile. Et puis maintenant, on a vu que finalement, Sandoz terminait relativement bien sa semaine. Et comme Sandoz est également rentré dans le SLI parce qu'on a viré Adecco au passage, Adecco qui baisse toujours pas forcément. Et puis finalement, c'était plutôt encourageant du côté pharma cette semaine. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous sauve les fesses sur la performance finale du SMI vendredi soir. Si vous regardez le bon rush sur le graphique, eh bien oui, forcément, on est remonté enfin. Ça fait enfin une belle semaine sur le bon rush. Ça fait un moment qu'on n'avait plus vécu ça. Alors on a encore bien du chemin à faire, hein, parce que vous voyez là où on en est. Il y a du boulot. Il va falloir entamer quelque chose de spectaculaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que Roche publiera ses chiffres le 19. Et si l'on en croit ce qui a été dit cette semaine, ça devrait peut-être nous amener quelque chose de positif. Novartis, vous voyez, on est revenu en bas du range. Alors j'ai toujours mes fameux gribouillis de la semaine dernière, mais si vous regardez Novartis, eh bien on est revenu clairement sur cette tendance horizontale qu'on a ici. Tac, tac, hop, voilà, qui passe par là. Donc pour l'instant, plutôt continuer à jouer ce mouvement dans le range de Novartis. Et puis Sandoz, alors vous voyez, hein, ça représente pas grand-chose quand vous avez 6 jours de trading derrière vous, mais l'un dans l'autre, eh bien, on a eu une relativement bonne semaine, puisque finalement Sandoz termine quand même la semaine au plus haut de tous les temps. Tous les temps, c'est 10 jours, mais à 27,80, donc ça va plutôt. Il y a un petit réveil qui s'est produit sur Sandoz la semaine dernière. On peut aussi parler de résultats, bien sûr, puisque l'on parle beaucoup de saison, de résultats. Alors, il y a eu un truc assez intéressant la semaine dernière, il y a eu les chiffres de VAT Group. Alors, VAT Group a publié des chiffres pas terribles, avec des projections pas terribles, et là aussi, le titre s'est finalement bien comporté. Alors, je ne sais pas si c'est des indices qui vont nous laisser à penser que cette saison de résultats sera prise à contre-pied systématiquement. Si c'est bon, c'est pas bon, et si c'est pas bon, c'est bon. En tout cas, on verra comment les marchés vont continuer à se comporter, mais c'est vrai que pour l'instant, la perception des investisseurs, c'est qu'on a presque le sentiment que les gens viennent racheter les trucs en détresse en se disant maintenant si ça repart, c'est là-dessus que ça va repartir, alors que ceux qui ont bien performé maintenant, eh bien dans l'environnement actuel, eh bien on a plutôt envie de prendre les profits. On voit aussi qu'on est dans cette phase de se dire où je gagne de l'argent, je prends les profits, ce qui justifierait peut-être cet impact un peu vendeur sur les boîtes qui ont publié des bons résultats. On l'a vu aussi sur les bancaires américaines, justement. Voilà, vous voyez le graphique de VAT, hein, forcément ça fait bizarre, parce que vous avez, là ils ont publié les chiffres en début de semaine dans cette zone-là, et depuis le titre a fait un bond assez impressionnant de quasiment 328 jusqu'à 350. Bon, là aussi on prenait les profits en fin de semaine, mais compte tenu de l'état des résultats, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Un point important pour la Suisse la semaine dernière aussi, c'était la publication des chiffres de LVMH.
LVMH qui a publié, vous avez vu, des chiffres pas terribles, des marges en compression, des earnings en dessous des attentes, enfin bref, pas des chiffres géniaux. Alors on peut comprendre, bien sûr, parce que l'effet Chine pèse clairement sur LVMH, mais sur l'ensemble du luxe, puisqu'on a vu que on a joué toute la hausse pendant la première partie de l'année en espérant que les Chinois allaient venir consommer massivement en Europe. On en a déjà parlé, ça ne fonctionne pas. On a vu les problèmes de la Chine. Et il semblerait aussi, quand on entend ce qu'on entend à droite à gauche, que le gouvernement chinois est en train de mettre la pression sur les très très riches pour leur demander un soutien à l'économie et que du coup, ça sera peut-être pas super bien vu de se balader avec un sac Hermès à 15 000 balles dans la rue. Donc du coup, pas mal de prudence sur le secteur du luxe et donc il y a eu un impact assez important comme on peut le voir sur les actions du secteur. Donc bien sûr, on commence avec LVMH, même si ça se traite pas en Suisse. Alors vous voyez que c'était quand même très très moche. On avait une zone de support qui aurait été censée nous arrêter dans la zone des 675, c'est pas le cas. On termine la semaine à 660 sur LVMH. Alors quelque part là au milieu, il y aura un moment où il va falloir commencer à revenir à l'achat, hein, parce qu'on sait tous que dans les périodes difficiles, eh bien, c'est pas les riches qui font les économies en premier. Donc du coup, c'est quelque chose qui pourrait quand même encore fonctionner. Alors vous voyez qu'on a une tendance long terme qui a été quand même cassée, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais à surveiller la réaction ces prochains temps, parce qu'on sait que quand il y a des exagérations baissières comme ça, à un moment donné, ça repart à la hausse. Mais néanmoins, la pression sur le luxe était plus qu'évidente, et ça se ressent également en Suisse. Alors ça se ressent, si on regarde sur le graphique long terme, ça se ressent, on va dire, moyennement, parce que l'impact sur la semaine n'était pas non plus monstrueux, mais vous voyez que, eh bien, pour l'instant, c'est juste une longue descente aux enfers. Parce que depuis le début quasiment du mois de mai, mai-juin, eh bien, ça ne fait que baisser et il n'y a même pas le moindre signe de rebond. C'est juste une lente descente et on se demande... Alors là, on a comblé le gap, ça c'est la bonne nouvelle là aussi, un peu à l'image de ce qu'a fait plus ou moins LVMH. Et la question c'est est-ce qu'on va aller rechercher les 92 avant de retrouver un semblant d'envie d'investir dans le secteur du luxe. Difficile à dire, mais en tout cas, ça ne va pas bien du tout dans le secteur pour Richemont, malgré que finalement les chiffres récemment n'étaient pas exceptionnels, mais c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Même chose chez Swatch, hein, mis à part le fait que ici vous avez le nom Swatch qui est inscrit, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire de point de comparaison, c'est la même. On a l'impression que c'est le même graphique, ben non, c'est juste deux graphiques différents, ça c'est Swatch. Mais là aussi, hein, vous voyez, tendance pareille. On a tenté des phases de rebond ici, où on s'est dit, ah, peut-être qu'on développe... Non, bah non, on développe rien du tout, paf, on est reparti en bas. Et là, on va rechercher eh bien, les extreme lows en direction des 216. Ça paraît plutôt évident. Donc, alors, si on veut être un peu rationnel, eh bien, j'ai envie de dire, quand on va revenir sur ces bas qui datent du mois de mai 2022, j'aurais tendance à vouloir quand même essayer de faire quelque chose. Sinon, c'est vrai qu'après, on va aller rechercher des points qui sont déprimants en mars 2020. Donc voilà, à surveiller attentivement, mais on voit que pour l'instant, bien, le secteur du luxe, à cause de la Chine qui ne fonctionne pas aussi bien que prévu, sont en plein ralentissement et ça ne va pas très bien. Voilà ce que l'on pouvait raconter cette semaine. C'était une semaine assez particulière parce que, comme chaque fois qu'on a des événements qui sont géopolitiques, mais qui sont surtout exogènes comme ça, parce qu'on s'y attendait pas, eh bien, ça met une pression et pas mal de doutes sur le marché. Il faut qu'on fasse du fine-tuning. Donc là, maintenant, on va attaquer une vraie semaine avec des vrais earnings. La semaine dernière, c'était Columbus Day lundi, donc les Américains étaient un peu au ralenti. Là, on a une vraie semaine de 5 jours qui commence juste avant les vacances d'octobre. Et puis, effectivement, les publications vont commencer. On va avoir un peu plus d'indications sur le comportement du consommateur durant cette période troublée qui est juin, juillet, août, septembre 2023, avec malgré l'enthousiasme qu'on avait bien avant cette période. Il va falloir un petit peu gérer ça, voir comment le marché se comporte. Ça sera très intéressant à observer parce que on sent quand même que ça peut aller dans n'importe quelle direction relativement vite. Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que compte tenu de tous les mauvais trucs qu'on a entendus ces temps, on aurait pu s'attendre à une pression un peu plus forte. Je rappelle encore une fois, une dernière, que statistiquement, quand vous avez un mois d'août pourri, un mois de septembre pourri,
le mois d'octobre est pas trop mal. Donc là, si on part du principe que le mois d'octobre sera pas trop mal, c'est la semaine prochaine que ça va commencer à rebondir. Enfin, on peut espérer, et en espérant aussi que le conflit israélo-palestinien ne se spread pas plus loin au Moyen-Orient, parce que sinon il y aura des conséquences au niveau du pétrole, et sinon il y aura des conséquences évidemment au niveau humain, malheureusement, et puis il y aura également des craintes sur le marché qui pourraient justifier des accès de faiblesse, même si, comme je l'ai dit en début de vidéo, en général, on sait tous très bien qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, eh bien, les bourses mondiales s'en sortent plutôt bien sur le moyen terme. Voilà ce que l'on pouvait raconter dans ce Swiss Bliss. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien de ce premier vrai week-end d'automne. Allez, à lundi. Bye bye.